Voir comment créer la machine virtuelle sous VirtualBox et installer plus précisément un Linux euh, avec la distribution Ubuntu 18.04. Donc d'abord on va créer une nouvelle machine. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ici on va l'appeler Ubuntu. Elle sera sous Linux et plus précisément sous Ubuntu 64 bits. On va allouer ici 4 Go de mémoire vive, créer un disque dur virtuel au format VDI, dynamiquement alloué et avec un espace de stockage de 10 gigabits. Une fois la machine créée, quelque chose d'important, c'est de configurer le tunneling réseau, qui nous servira plus tard pour le TD. Donc dans l'interface réseau, avancée, redirection de port, nous ajoutons une ligne, et ici nous spécifions un redirecting de port du port 122 vers le port 22 local, qui permettra de faire le pont plus tard lorsqu'on fera une connexion SSH. Et on valide. Ensuite, on va démarrer la machine. Ici, en fait, c'est comme si on venait de créer un PC artificiel. Et en démarrant la machine, on va devoir installer l'OS, puisque aucun OS n'est installé pour l'instant. Ici, vous devez aller chercher le fichier ISO qui est téléchargeable normalement, ou que vous avez dû déjà télécharger. S'il n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez aller le chercher plus précisément ici sur votre navigateur ordinateur. En démarrant, nous allons procéder à l'installation euh, de l'OS. Voilà, une fois la machine démarrée, on prendra bien soin de prendre le langage en anglais et de faire une installation d'Ubuntu. On reprécise anglais, US. Si l'ensemble de la fenêtre n'apparaît pas, pour passer à la suite, vous pouvez l'étendre. On fera une installation minimum pour gagner du temps lors de l'installation. On fera continue. L'ordinateur n'a pas d'OS installé, il faut en fait préparer tout l'espace disque pour cet effet-là. C'est pour ça qu'on peut effacer tout le disque virtuel que nous venons de créer. Donc sur une machine virtuelle, il n'y a pas de risque de suppression sur votre ordi source. Et on peut donc procéder à l'installation. Nous ne sommes pas à New York, nous sommes plutôt situés sous Paris. Ici, comme spécifié dans le TD, nous ferons un utilisateur nommé tpos, qui sera également le mot de passe, à répéter 2 fois. Vous pouvez prendre soin de commencer à installer Putty sous Windows, et également d'installer FileZilla si ce n'est pas déjà fait. Vous avez également l'archive data à télécharger sur Moodle. Une fois l'installation terminée, vous pouvez redémarrer la machine. Il faudra ensuite appuyer sur Entrée. On peut à présent se connecter avec le compte qu'on a créé précédemment. Et on arrive enfin sur notre OS bien installé et utilisable. On va donc pouvoir poursuivre le TP. Pour cela, il faut commencer par ouvrir un terminal. Donc vous pouvez cliquer en haut sur Activité et chercher le terminal. Et c'est dans ce terminal que nous allons pouvoir réaliser une suite de commandes permettant de faire des actions sur l'ordinateur. Par exemple, afficher la liste des fichiers contenus dans le dossier dans lequel je me situe, c'est-à-dire le dossier racine, se fait par la commande ls. C'est équivalent à ouvrir le gestionnaire de fichiers et à avoir accès à ces dossiers-là en fait. Pour la suite du TD, il va falloir instancier un serveur SSH sur cette machine Linux. Pour cela, il faut d'abord installer
un paquet nommé OpenSSH Server. Pour faire cela, on utilise la commande sudo qui permet de lever les privilèges du super utilisateur et donc d'avoir en fait tous les droits sur la machine et ensuite d'exécuter la commande apt install OpenSSH Server. Vous voyez qu'ici mon clavier est en QWERTY puisque par défaut on l'a mis en clavier anglais. Pour changer cela, il existe une commande qui s'appelle setxkbmap à laquelle on rajoutera l'option FR. Ainsi le clavier passe en AZERTY, ce qui devrait poser moins de problèmes. Suite à un problème d'enregistrement, la commande s'est exécutée sans que ce soit enregistré. Il vous suffit donc ensuite d'appeler la commande comme indiqué dans le TD, et cela installera le paquet nécessaire. Les fonctions qui peuvent être utiles à savoir pour nettoyer le terminal, c'est la fonction clear, qui permet voilà, d'effacer en quelque sorte, c'est-à-dire en fait que la ligne revient en haut, ce qui nous permet de nettoyer un peu l'affichage du terminal. On va donc pouvoir à présent lancer le serveur SSH. Pour cela, on appelle la commande sudo systemctl et vous pouvez auto-compléter vos commandes lorsqu'elles existent avec la touche Tab de votre clavier, ce qui permettra également d'éviter des erreurs typographiques lors de l'écriture de certaines commandes. Et ensuite, nous allons autoriser les connexions SSH sur la machine. On a donc une commande qui permet d'activer euh, une fonctionnalité système sur la machine. Il faut donc les droits utilisateurs encore une fois. La machine semble SSH semble être activée sur cette machine et nous allons donc pouvoir à présent établir une connexion entre cette machine là et votre machine source depuis laquelle vous avez installé la machine virtuelle. Alors faites attention, c'est pas PutyGen comme je viens de faire, c'est Putty tout court. Voilà. Nous allons nous connecter à travers la même machine. Donc nous pouvons utiliser l'adresse IP locale qui est aussi appelée localhost et au port que nous avons défini préalablement, le 122. En faisant ça, voilà, nous venons de créer une première connexion entre les deux machines et on a une demande, si vous voulez, de signature de contrat entre ces deux machines afin de générer une clé de cryptage, puisque le protocole SSH est un protocole crypté et sécurisé. Il y a donc besoin d'une clé privée et publique pour établir la connexion entre les deux, une connexion cryptée. On autorise donc ce contrat. Et ensuite, nous devons nous connecter à la machine que nous avons créée précédemment avec les mêmes comptes utilisateurs que ceux que vous avez définis. Et donc ici, je suis bien connecté à la machine que nous avons ici. C'est peut-être quelque chose qu'on peut vérifier. Donc si je fais mon ls à ma racine, à la racine de cet ordinateur-là, et que je fais le ls ici, vous voyez que j'ai les mêmes dossiers dans les deux cas. Et ici, si je crée un dossier avec la commande mkdir par exemple, mkdir test, cela va créer un dossier qu'il s'appelle test. Je peux vérifier qu'il a bien été créé ici. Je peux vérifier également avec l'interface graphique qu'il est bien ici. Et je peux ensuite vérifier dans mon terminal à droite, depuis ma machine source, qu'il existe bien également ici. On est donc bien à travers ma machine source connectée en fait sur cette machine-là. La seule différence c'est qu'ici nous sommes à travers simplement un terminal, alors qu'à gauche nous avons une interface graphique et donc besoin d'un écran et d'être sur place avec la machine. Présent simplement à l'aide de Windows et donc en laissant la machine virtuelle de côté, nous allons pouvoir faire la suite du TD. Donc pour cela, nous pouvons placer la fenêtre à gauche et conserver le TD à droite. Et à partir de là, nous allons devoir installer un paquet permettant d'instancier un serveur FTP sur notre machine virtuelle. Et ensuite, nous installerons également le langage SQLite 3 qui nous permettra de faire des requêtes depuis directement le terminal. Donc pour cela, il y a deux commandes que j'ai déjà exécutées sans l'enregistrement. La première, c'est l'installation du serveur FTP par cette commande qui est également notée dans le TD. Donc pour mon cas, c'est déjà installé.
Également, la deuxième commande sera celle de l'installation de SQLite 3, également déjà installée. De votre côté, normalement, l'installation se fera et il n'y aura aucune différence au final avec ce que j'ai ici. Notez également que voilà, vous pouvez voir les commandes défiler, c'est simplement que j'utilise la flèche du haut afin de pouvoir appeler des fonctions, des commandes qui ont déjà été appelées dans le passé. Vous pouvez également afficher la liste des commandes qui ont été appelées avec la commande history. Et ainsi vous avez l'ensemble des commandes que j'ai appelées depuis le début de l'instanciation du terminal. Et plus précisément même de la machine, puisque si je ferme le terminal et que je reviens, l'historique sera le même. Pour la suite du TD, nous allons passer à l'exercice 2, et pour cela nous aurons besoin d'utiliser FileZilla, que vous avez pu télécharger précédemment. FileZilla va nous permettre de nous connecter à notre machine virtuelle via le protocole FTP, donc File Transfer Protocol, qui permettra donc l'échange de fichiers entre deux machines. C'est un petit peu comme si nous ouvrons deux fenêtres de gestionnaire de fichiers euh, dans un PC seul. Donc par exemple, voilà, deux fenêtres, et que nous voulions transférer des données d'une zone à l'autre sur ce même PC. Sauf que cette fois-ci, nous allons réaliser la même opération, mais entre deux PC qui ne sont pas les mêmes et qui peuvent être distants dans le monde. Voilà. Et donc FileZilla est un logiciel qui permet d'encapsuler par une interface graphique ce protocole FTP. Nous pourrions réaliser la même chose simplement par commande dans le terminal. Je vais donc placer la fenêtre ici, toujours dans l'optique de garder les instructions à droite. Donc sur l'interface FileZilla à gauche, vous avez l'ordinateur source, donc mon ordinateur sous Windows. Et à droite, nous voulons, comme je l'ai montré, ouvrir une seconde fenêtre en quelque sorte, qui correspondrait à l'autre ordinateur. Pour cela, nous avons besoin de nous connecter à cet ordinateur-là. Et la première chose à spécifier, c'est le protocole que nous voulons utiliser afin d'établir cette connexion. Ici, nous utiliserons le SFTP pour Safe FTP, ce qui permettra de transférer nos données de manière sécurisée. Et toujours, l'adresse spécifiée sera localhost puisqu'on est sur la même machine. Mon nom d'utilisateur sur la machine virtuelle, mon mot de passe, ainsi que le port, qui est toujours le même, 122. En établissant la connexion, l'architecture de mes fichiers devrait apparaître ici. Euh, donc c'est l'équivalent de ce que j'ai lorsque je réalise la commande ls finalement. Vous voyez qu'il y a des fichiers en plus, ceux avec un point devant, c'est simplement des fichiers cachés. Pour les afficher de cette manière en utilisant mon terminal, donc si simplement je l'affiche avec ls, je vais avoir les dossiers courants tout à fait standards. Dans l'optique d'afficher les fichiers cachés, nous pouvons faire un ls-a pour all, donc le tiré du 6, pardon. Ce qui devrait voilà, nous afficher également les fichiers et dossiers pour lesquels il y a un point devant et qu'ils sont donc cachés par le système. C'est la même architecture que nous retrouvons ici. L'objectif ensuite est de transférer le dossier, l'archive zip que vous avez dû télécharger depuis Moodle du PC source vers le PC, vers le serveur en quelque sorte, virtuel. Voilà, et on nous précise dans le cas du TD que nous devons placer cette archive au répertoire racine, donc dans home tpos. Pour cela, nous devons aller chercher notre archive data. Pour ma part, elle est placée sur mon bureau. Donc je devrais, voilà, ici la trouver, data zip. Et simplement en la faisant passer de l'autre côté. Et donc vous voyez bien que data.zip est bien passé sur ma machine virtuelle. C'est quelque chose que l'on peut vérifier ici. Si je fais ls, vous voyez bien que data.zip est bien sur ma machine virtuelle. Et de la même manière, je pourrais même venir vérifier directement sur la machine elle-même. Chose que normalement, une fois qu'on a l'habitude, on commence à avoir confiance en le système et il n'est pas nécessaire de vérifier. Mais data.zip, voilà, est bien sur cette machine-là. Et je peux également vérifier avec mes propres yeux. Data.zip est bien passé ici.
Donc vous voyez qu'on a finalement plus besoin d'écran et d'être directement branché à la machine puisque tout peut se faire à distance avec ce genre de connexion et d'outils comme le FTP. Pour procéder à la suite, nous allons reprendre notre terminal côté machine source et on nous demande donc de commencer à créer des arborescences afin de procéder à la suite et au traitement de ce data.zip. Donc premièrement, on va devoir créer une arborescence, c'est-à-dire créer des dossiers dans des dossiers. En précisant que nous sommes à la source. Pour vérifier notre position actuelle, vous avez la commande pwd qui vous donnera votre position dans l'arborescence de votre ordinateur. Donc nous sommes bien dans /home/tpos et nous voulons créer l'arborescence à /home/tpos/tp. Donc pour cela, nous avons besoin de créer un nouveau dossier. Pour cela, on utilise la commande mkdir pour make directory tp. Et donc si je fais ls, je vais bien avoir mon dossier tp. Précédemment, j'ai créé le dossier test. Pour le supprimer, vous avez la commande rmdir qui vous permettra de supprimer test. Voilà. Test étant vide et étant simplement là pour le test, justement, je peux me permettre de le supprimer. Attention, rmdir, vous avez vu qu'il n'y a eu aucune confirmation. Donc si je fais rmdir ainsi qu'une adresse qui est importante pour mon ordinateur comme la racine elle-même, je risque de tout détruire sans demande finalement de confirmation. Donc attention lors d'utilisation de commandes comme rmdir ou simplement rm pour remove d'ailleurs, qui permettrait de supprimer des fichiers. Dans notre cas, nous allons donc ensuite déplacer le fichier data.zip à l'intérieur de ce dossier TP. Donc encore une fois, sans interface graphique. Pour cela, nous avons la commande mv qui permet de déplacer, puisque mv représente en fait move. Donc nous allons déplacer data.zip. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser votre touche tab afin de compléter et d'aller plus vite. Et nous allons déplacer move dans TP. Et nous allons pouvoir également donner un nouveau nom si c'est ce que nous souhaitons et ce n'est pas le cas. Donc nous allons continuer à le nommer data.zip. Cela revient en fait à dire que data.zip sera placé dans TP et renommé data.zip. Donc non renommé. Vous pouvez vérifier. Data.zip n'est plus là. Et vous pouvez également appeler la commande ls avec le dossier TP, ce qui permet d'afficher ce qui est situé dans le dossier TP. Et vous voyez bien qu'il y a bien notre data.zip. Nous allons ensuite nous déplacer dans ce dossier-là. Pour cela, nous avons la commande cd pour change directory. Et nous allons vérifier que voilà, nous sommes bien dans TP. C'est également ce qui est écrit en préfixe des commandes ici. Vous avez votre adresse, sachant que la petite tilde veut dire que vous êtes situé dans votre dossier racine. Et nous allons simplement utiliser la commande unzip pour dézipper le fichier zip. Vous pouvez vérifier, nous avons bien data.zip qui a donné lieu à un dossier nommé data et je peux afficher le contenu de data comme ceci. Vous voyez qu'il y a un fichier texte situé dans data, nous allons donc pouvoir aller le lire. Pour cela on se déplace dans data et pour afficher le contenu d'un fichier nous pouvons utiliser la commande cat, ce qui permet voilà, d'avoir le contenu entier de ce que contient ce fichier-là. Donc permet en fait de le lire. Et dans notre cas ici, cela nous informe en fait de comment est constituée l'archive que l'on vient de dézipper. Nous allons donc pouvoir poursuivre. Une fois que le dossier est dézippé, nous allons pouvoir exploiter les données qu'il contient. Nous sommes donc ici à la question 9, en utilisant la commande head, afficher les premières lignes de chaque fichier, qui sont situées dans /tp data csv usstate. Donc pour cela, nous allons d'abord nous placer dans le bon dossier, c'est-à-dire dans le dossier csv usstate. Et avec la commande ls, nous pouvons voir les fichiers CSV s'y contenant. Il est également possible de filtrer les commandes ls avec des expressions régulières, c'est-à-dire que je peux par exemple afficher tout
les fichiers se terminant par .csv en utilisant le symbole étoile qui voulant dire en fait n'importe quoi, .csv. Je vais donc ici afficher n'importe quel fichier contenant n'importe quel caractère avant mais se terminant par .csv. C'est le cas de tous ici. Je peux faire la même chose, peut-être en précisant n'importe quoi, mais se finissant par areas.csv. Et vous voyez qu'il y a un seul fichier qui correspond à cette expression régulière ici. On peut faire la même chose avec tous les fichiers, commençant par state, c'est le cas de tous encore une fois, suivi d'un state avec un E, suivi d'un tiret, étoile, voulant dire n'importe quoi, .csv. Et c'est le cas également de tous ces fichiers-là. Je peux multiplier les exemples comme ceci, mais cette commande-là est très pratique par par l'utilisation d'expressions régulières. Je vais donc à présent pouvoir afficher les premières lignes de chaque fichier avec la commande head pour en tête en fait finalement. Et en spécifiant le nom d'un fichier, je vais avoir les premières lignes qui s'affichent. Donc par exemple le fichier stateareas.csv, voici ses premières lignes. Vous avez ici la représentation d'un fichier CSV. CSV pour Comma Separated Values, donc des valeurs séparées par des virgules. C'est exactement le format que vous avez là. En fait, vous pouvez voir ce format comme équivalent en fait à un tableur Excel dans lequel la première ligne correspond aux colonnes du tableur Excel. Donc nous avons une colonne state et une colonne area, et en dessous vous avez un ensemble de valeurs. Donc par exemple l'État d'Alabama a cette R là, l'Alaska a cette R là, et ainsi de suite. Donc vous pouvez imaginer ici deux colonnes. C'est un format de données très pratique et très utilisé dans de nombreux domaines, et c'est ici une très belle représentation de ce que peut être une base de données quelconque. On peut donc faire la même chose avec les autres fichiers et peut-être pouvoir le faire en fait avec tous les fichiers d'un seul coup en utilisant l'expression régulière comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et donc en faisant cette commande là, je vais afficher les premières lignes de tous les fichiers se terminant par CSV. Donc ici est spécifié le nom du fichier et en dessous vous avez les premières lignes. À présent, à partir de ces trois fichiers CSV, nous allons créer un format un peu plus officiel de base de données. Et pour cela, il y a un script dans cette archive-là que nous allons utiliser. Pour cela, nous allons revenir donc au dossier de cette archive-là. Donc nous remontons d'un cran dans les dossiers, puis d'un deuxième cran dans les dossiers. Pour cela, on utilise les deux points. Donc là, vous voyez que je suis remonté de deux dossiers, US States, puis CSV. Une fois dans Data, le script se situe dans le dossier Scripts. Donc vous voyez que là, ici, j'ai mon script .sh pour bash en fait. Donc c'est un fichier qui s'exécute et qui utilise les mêmes commandes que mon terminal. Puis naturellement, on aurait envie en fait d'utiliser un éditeur de texte classique afin de l'éditer. Donc par exemple, j'ai Edit qui permettrait d'ouvrir un éditeur tout à fait standard. Mais vous voyez que j'obtiens une erreur de connexion refusée, puisqu'en fait, voilà, l'affichage n'est pas disponible au travers d'une simple connexion SSH comme on l'a fait. Et donc je n'ai pas la possibilité d'utiliser des éléments graphiques. C'est pour cela que le TD suggère d'utiliser Vim, qui est en fait un ancien éditeur de texte, mais qui permet d'éditer le texte directement dans le terminal. Donc pour cela, vous avez la commande Vim et le nom du fichier, qui va vous permettre d'ouvrir ce fichier dans l'édition de texte. Sauf que Vim, moi je viens de l'installer, n'est pas installé au préalable sur les machines. Donc pour l'installer, il vous faudra faire comme précédemment, sudo apt install Vim. Et une fois installé, vous pourrez donc appeler Vim, le nom du fichier. Et voilà, vous serez maintenant capable d'éditer ce fichier au travers le terminal. On va expliquer un petit peu plus comment on procède puisque ce n'est pas du tout intuitif. Pour me déplacer au sein de mon fichier, je dois utiliser mon clavier. Et la souris, même quand je clique, n'aura aucun impact sur l'édition du texte. Donc on doit tout faire au clavier. Et si je veux par exemple simplement quitter
l'édition, je dois faire deux points afin de pouvoir exécuter une commande, puis Q pour quit, ce qui me quittera l'édition du texte. Il existe un ensemble de commandes comme ceci, on va essayer d'éditer ce texte de la manière la plus simple possible. Donc premièrement, on réexécute la commande, et on va essayer de décortiquer un peu ce qui s'y trouve. La première ligne ici correspond au langage qui va être utilisé afin de décoder ce fichier-là. Et donc ensuite, lorsque nous ferons une commande d'exécution sans spécifier qu'il s'agit de bash, grâce à cette première ligne, le système sera capable de reconnaître qu'il s'agit du langage bash et de correctement interpréter la suite. La seconde ligne ici est une définition de variable. Donc pour définir une variable, nous nommons cette variable, suivi du égal et de la valeur de la variable. Donc ici, cela serait une chaîne de caractères contenant un chemin finalement d'accès et de dossier. Ici, vous voyez que c'est /home/tournier. Et sur notre ordinateur, ce n'est pas du tout tournier le nom d'utilisateur, ce sera tpos. Donc ici, nous avons une première modification à faire. Également, tparchi, dans notre cas à nous, il me semble que le dossier s'appelle simplement tp. Donc afin d'éditer ce fichier, normalement, voilà, si je veux ici supprimer tournier, vous voyez que même je ne peux pas effacer ce qui existe. Par contre, voilà, dès lors que j'ai commencé à écrire, à appuyer sur une lettre, je vais pouvoir commencer à éditer. Donc en fait, on a en quelque sorte deux modes. Le mode de déplacement et de commande sur lequel le texte n'est pas affecté. Mais dès lors qu'on commence à appuyer sur de l'écriture, on va commencer à passer dans le mode d'écriture du fichier et d'édition. Donc là, je suis en mode édition puisque j'ai appuyé en fait sans faire exprès sur P, ce qui m'a déclenché ce mode d'édition. Et ici, je vais pouvoir remplacer donc tournier par tpos. Et si je veux ensuite me déplacer, j'utilise donc les flèches pour simplement garder TP. Et ici, voilà, j'ai bien mon chemin qui est égal à ce qu'on a fait précédemment. Donc tpos/tp/data et ainsi de suite. Et si je veux quitter ce mode d'édition, j'ai juste à faire échappe. Et donc à partir de là, voilà, si je recommence à effacer, je n'efface plus mon document. Et je suis à nouveau apte à faire deux points et écrire une commande. Donc là, par exemple, si j'essaye de quitter, $Q, vous voyez que ce n'est pas autorisé. Je ne peux pas quitter en fait, puisque en fait j'ai fait des modifications. Et là, la commande qu'on souhaiterait faire, c'est de sauvegarder en fait ce qu'on a modifié. Donc je vais faire $X. X permet en fait de voilà, sauvegarder et de quitter ce qu'on vient de faire. Donc si je relance la commande, vous voyez bien qu'en haut, tpos/tp est bien conservé. Autre point important, et même très important pour le langage bash, c'est que lorsqu'on définit une variable, il faut que le égal entre le nom de la variable et la valeur de la variable soit sans espace. Il faut absolument que tout soit collé. Donc si vous avez des erreurs en bash, c'est souvent lié à ça. C'est simplement que vous avez mis un espace, alors que le égal doit être vraiment collé entre la variable et sa valeur. En dessous, vous voyez qu'on va définir une deuxième variable, donc cette fois-ci qui va prendre tous les fichiers contenus et qui finissent par CSV et contenus dans ce dossier qu'on a défini là. Et vous voyez qu'ici on met un dollar devant la récupération de la valeur de la variable CSV pass. Donc si on veut utiliser cette valeur-là, le chemin en fait qui est spécifié, nous devons mettre un dollar devant cette valeur-là, et en fait elle sera remplacée à la suite par sa valeur. Donc ici nous avons en fait un chemin complet suivi de l'expression régulière étoile.csv, et donc nous sommes capables de récupérer tous les fichiers CSV contenus à cette adresse-là. Ensuite nous avons la commande echo qui permet simplement d'écrire du texte dans le terminal. Donc vous voyez qu'ici on demande la liste de tous les fichiers CSV. S'ensuit ensuite une simple boucle for. Donc pour les fichiers contenus dans CSV file, ici. Donc le résultat de cette commande en fait serait en fait les trois fichiers qu'on a vus précédemment, les trois fichiers CSV. Et donc pour chacun de ces fichiers, on va afficher le nom du fichier. Une fois que c'est fait, on va passer à la suite. Pour la suite, c'est la définition en fait de la base de données. Et pour cela, on va avoir le même procédé ici à réaliser, c'est-à-dire le changement du chemin de manière à ce qu'il corresponde à notre chemin à nous. Donc dans notre cas, on vient effacer tournier. Encore une fois, pour passer en mode édition, vous appuyez sur une lettre. Et dans notre cas, il s'agit de tpos/tp.
slash data slash db. Il me semble que le dossier existe déjà, donc on va laisser comme ça. Et ensuite, on définit le nom de la base de données, qui sera dans notre cas states.db. Nous avons ensuite trois lignes appelant une commande SQLite 3, donc que nous avons précédemment installée. Et en fait, nous avons une ligne pour chaque fichier. Ici, sans entrer trop dans les détails, en fait, nous appelons une commande SQLite qui va permettre d'écrire dans ce fichier-là, puisque nous avons bien le chemin qui pointe vers ce fichier states.db, et d'exécuter la commande depuis un fichier CSV. Donc en fait, c'est une sorte d'importation, si vous voulez, une sorte de conversion du fichier CSV vers un format de base de données tout à fait standard. Donc ici, on vient simplement spécifier qu'on vient du CSV et qu'on va importer le fichier ici, et on va créer la table states à partir de ce fichier-là. Euh, donc je ne sais plus quel fichier nous avions regardé précisément avec les deux colonnes, mais en gros chaque colonne qui était contenue dans les fichiers CSV va finalement être un champ de la base de données, de la table plus précisément. Donc dans la table state, nous aurons les champs qui sont en fait les colonnes de contenues dans le fichier CSV, et on aura donc un certain nombre d'abréviations qui sont contenues dans le CSV qui seront aussi ajoutées dans cette base de données. Donc on a vraiment une conversion d'un fichier vers un autre, d'un format CSV vers un fichier de base de données. Et à la fin, nous avons généré nos tables, et donc ici on exécute la création finale de la base de données à partir des tables. Donc ici un script en fait qui permet de créer cette base de données presque automatiquement avec simplement quelques paramètres à régler. Et on peut imaginer que si on voulait créer une autre base de données à partir d'autres fichiers CSV, on pourrait reprendre ce script là et simplement modifier les noms et les noms des tables afin de créer une autre base de données. Et on voit là donc l'utilité d'un script, c'est pas simplement des choses qu'on écrit et qui sont ensuite perdues dans le terminal, puisque là c'est conservé, c'est un script qu'on peut réexécuter. C'est en fait un programme, et c'est là aussi l'utilité de ce genre de script. Vous gagnez un temps fou à faire ce genre de programme. Il faut maintenant exécuter, donc nous allons quitter l'édition. Pour quitter, vous vous souvenez, on fait échappe afin de quitter le mode d'édition, puis deux points, et X pour sauvegarder vos changements. Pour l'exécuter, en commande standard Linux, nous avons la commande ./ qui permet d'exécuter un fichier. Et ce fichier qu'on souhaite exécuter, c'est celui qu'on veut créer. Et vous voyez que là, en fait, j'essaie d'auto-compléter, il ne s'auto-complète pas. Parce qu'en fait, mon fichier create state, si je l'écris à la main, db.sh, voilà, je ne suis pas permis à exécuter ce fichier. Et on va pouvoir le vérifier avec la commande ls-ll. Donc comme je vous l'ai expliqué lors du TD tous ensemble sur Zoom, vous voyez qu'ici il y a des droits d'accès au fichier et le droit d'exécution n'est pas autorisé pour moi. On a donc ici une sorte de petite sécurité, et pour lever cette sécurité, il existe une commande qui permet de change les autorisations, donc chmod. Euh, et dans notre cas ici, on veut ajouter à l'utilisateur, donc U pour utilisateur ou pour user, plus pour lui donner une autorisation, et X pour le droit d'exécution. Et sur le fichier create states db.sh, et donc si je refais mon affichage de droit, vous voyez que le droit X a été accordé à l'utilisateur ici. Je suis donc en mesure de l'exécuter, et vous voyez également que la couleur a changé, il est passé au vert. Donc maintenant, si je fais ./ et que je fais ma tabulation, il va tout seul me trouver le fichier exécutable que je veux exécuter, et je peux donc l'exécuter. Et vous voyez que instantanément, en fait, mes trois fichiers ont bien été trouvés. Là, ces affichages-là correspondent au echo euh, qui était placé dans mon script. Et vous voyez bien que je suis allé correctement les chercher, que j'ai pu générer mes tables, je n'ai pas eu d'erreurs qui ont été levées. Et à la fin, j'affiche mes trois tables
et donc ma base de données finalement qui a été créée. Une fois cette base de données créée, on va pouvoir passer à l'exercice 3 qui va nous permettre en fait d'aller en quelque sorte vérifier que les données ont bien été chargées, qu'on n'a pas simplement créé une base de données vide avec trois tables que l'on souhaitait. Donc pour cela, on va refaire un nouveau script. Et à l'intérieur du script, on va essayer de compter le nombre de lignes qui ont été ajoutées à la fois, enfin qui sont contenues dans le fichier CSV et initial, et combien il y a d'éléments ajoutés dans la base de données. Si le nombre est égal, on peut inférer, c'est pour ça que c'est pas vraiment une vérification complète, que les lignes ont bien été ajoutées correctement. Pour cela, on dit que pour chaque fichier CSV dans le répertoire données, on va compter le nombre de lignes de données. Donc pour cela, je vais remonter dans mon architecture pour ensuite retrouver mes fichiers CSV ici. Et il existe une commande, encore une fois déjà existante sur Linux, qui permet de compter les éléments contenus dans un fichier. Donc, cette commande-là s'appelle WC pour Word Count. Et donc je peux par exemple compter le nombre de caractères avec l'option "-c d'un fichier donné. Donc state par exemple arrays. Voilà, il m'informe que state arrays contient 826 caractères. Je peux faire la même chose, mais cette fois-ci avec "-l pour compter le nombre de lignes. Et donc j'ai 53 lignes contenues dans mon fichier state arrays. Sachant que la première, il me semble, était dédiée aux colonnes, j'ai donc 52 états qui sont renseignés dans ce fichier-là CSV. Comme tout à l'heure, on peut faire ça pour tous les fichiers CSV en disant l'étoile pour dire donc n'importe quel caractère suivi de .csv doivent être pris en compte. Et vous voyez que pour les abréviations j'en ai 51, pour les REH j'en ai 53, et pour la population j'en ai 2545. Il me fait également le total de tous ces fichiers-là. Donc là, ici, on a le détail du nombre de lignes pour chaque fichier, et maintenant, on doit aller vérifier que c'est également le cas dans notre base de données. Donc pour faire ça du côté de la base de données, je vais simplement revenir là où se situe la base de données. Donc je dois remonter de 2 crans, db. Voilà, j'ai bien ma base de données states.db. Et là, je vais à nouveau utiliser les commandes qui sont fournies par SQLite 3. Je vais spécifier quelle base de données je souhaite interroger. Et je vais spécifier ma requête SQL tout à fait standard que vous avez dû voir dans d'autres modules. Donc là, je vais lui demander de me compter les éléments qui sont dans cette base de données, et plus précisément depuis la table states. N'oubliez pas le point virgule également à la fin de l'appel de la requête. State correspond ici non pas à la base de données qui porte le même nom, mais vraiment voilà, à la table de cette base de données que l'on a générée et qu'on a spécifiée dans notre fichier. Donc vous voyez qu'ici, la requête, est-ce qu'elle est bien exécutée? Et j'ai bien 51 éléments dans ma table state. Je peux faire la même chose pour la table areas. Et également la même chose pour la table population. À présent, ce qu'on souhaite faire dans le sujet de ce TD, c'est d'être en mesure de faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais au travers d'un script bash. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replacer dans notre dossier de script. Ici, nous avons déjà notre script existant. Et nous allons ensuite créer un nouveau script. Donc pour cela, on va utiliser la commande vim. Et quand on appelle la commande vim avec le nom d'un fichier derrière et que ce fichier n'existe pas, cela le crée. Donc ici, nous allons créer
le fichier qui s'appelle checkstates.sh pour bash, encore une fois. Et dans ce fichier-là, nous allons pouvoir écrire notre programme. Donc pour commencer à écrire, on va euh, passer en mode insertion. Donc pour cela, vous pouvez appuyer sur la touche I pour insertion et commencer à écrire votre script. Donc on va commencer par des tests simples, simplement un affichage dans le terminal. Donc par exemple, echo le nombre de lignes depuis nos fichiers CSV. Et on va déjà commencer par tester cet appel-là. Donc pour cela, comme tout à l'heure, on fait deux points. Voilà, oui, voilà, justement. Lorsqu'on fait deux points, vous voyez que je peux écrire deux points, mais pour repasser en mode de commande, vous faites échappe. Et à partir de là, vous pouvez faire deux points et exécuter la commande 2.x pour quitter et sauvegarder. Donc comme tout à l'heure, je vais essayer d'exécuter ce script. Vous voyez que le seul qui m'est proposé, en fait, c'est celui qu'on a fait précédemment. Et que si je fais l'appel de ce script-là, voilà, je n'ai toujours pas la permission. Donc comme tout à l'heure, je vais faire mon chmod pour changer mes droits. Et je vais ajouter à l'utilisateur le droit d'exécuter ce fichier-là. Et donc si je réexécute cette commande-là, vous voyez que j'ai bien un nombre de lignes de points qui s'affiche et c'est bien ce qu'on a écrit dans notre fichier. Donc on va revenir à l'édition du fichier. Donc ensuite, pour reprendre l'édition de ce fichier-là, donc vous repassez en mode insertion avec i. Je vous propose qu'on définisse deux variables qui vont correspondre au dossier qui nous intéresse. Donc un premier dossier pour les fichiers CSV. Donc on peut l'appeler CSVPass comme précédemment. Égal, toujours le égal collé au nom de la variable. Et on va remettre le nom de le chemin que nous avons spécifié tout à l'heure. Donc home, tpos, tp, csv, non data pardon, il me semble. Data, csv, usstates. On ira vérifier par la suite. Euh, je peux même en fait directement vérifier avec une commande juste en dessous, ls, et je vais afficher le contenu de ce dossier-là, et s'il n'existe pas, j'aurai une erreur. Voilà, donc échappe, 2.x pour sauvegarder, et je vais l'exécuter. Voilà, donc je ne me suis pas trompé, vous voyez bien que j'ai bien affiché mes trois fichiers CSV. Je reviens dans l'édition. Cette fois-ci, je vais également créer la variable qui va me permettre de localiser ma base de données sur mon disque. Donc, on va faire pareil, dbpath. Ah, vous voyez les erreurs, c'est que je ne suis pas repassé en mode insertion, donc j'ai écrit directement. Donc je reviens à la ligne dbpath et on va avoir un chemin similaire, slash home, tpos, tp, data, db cette fois-ci. Et voilà, on peut même peut-être spécifier directement le nom de notre base de données. On va le faire juste en dessous peut-être. C'est toujours mieux de séparer le plus possible vos variables, de manière à ce que votre code soit le plus dynamique possible. Donc ensuite, je vais pouvoir, premièrement, en fait ce que j'aurais aimé faire, c'est de supprimer l'affichage informatif que j'ai mis plus haut, puisque je voudrais le mettre juste en dessous. Après la définition de nos variables. Les variables, c'est bien de les définir au début. Ça permet de structurer votre code. Donc là, j'ai premièrement le chemin vers mes fichiers CSV. J'ai le chemin vers ma base de données. Je peux également spécifier le nom de ma base de données. Dans notre cas, elle s'appelle states.db. Et je peux même lui rajouter devant le chemin qu'on a précédemment défini, donc $dbpath
/states. Et donc là, j'ai bien le chemin vers ma base de données qui est complet. Et à présent, je vais pouvoir en fait réaliser la même chose que l'on a réalisé dans le terminal précédemment, mais cette fois-ci l'écrire, on va dire entre guillemets pour toujours, dans ce script-là, et ce qui nous permettra de l'exécuter autant de fois qu'on veut, et également de l'adapter pour d'autres situations. Cette fois-ci, je vais réécrire qu'on va s'intéresser d'abord au nombre de lignes pour nos fichiers CSV. Et donc, on va réutiliser notre commande WC pour word count. On veut le nombre de lignes, donc -L, et on va le faire directement pour nos trois fichiers. Donc, je peux directement donner la position CSV pass, slash, et grâce à l'étoile, alors là on va avoir un problème puisque l'étoile correspond à un caractère particulier. Donc pour écrire l'étoile, par exemple sur mon clavier à droite j'ai mon pavé numérique, je ne peux pas utiliser l'étoile qui est située près des signes, au-dessus du 9 sur le pavé numérique. Donc pour écrire l'étoile, je dois utiliser celle qui est au-dessus de mon shift et à gauche de mon entrée sur mon clavier. Donc attention à ça. Et point .csv. Donc à partir de là, je vais afficher le nombre de lignes pour tous mes fichiers CSV contenus dans le dossier spécifié ici. On peut directement le tester. Donc échappe de point .x. Et c'est également une bonne habitude à faire de tester régulièrement vos codes. Comme ça, dès que vous avez une erreur, vous savez que c'est que sur vos derniers développements et pas sur un développement que vous avez fait au tout début et qui peut vous bloquer pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et donc j'ai bien mon exécution qui est correctement exécutée avec mon nombre de lignes et le chemin vers mon fichier spécifique. On va donc reprendre l'édition. On va donc reprendre l'édition de ce fichier avec notre commande vim, pardon. Euh, et donc cette fois-ci, on va pouvoir se repasser en mode insertion et continuer. Donc une fois que j'ai affiché mon nombre de lignes pour les fichiers CSV, je veux faire la même chose pour mes lignes contenues dans ma base de données. Donc je vais réafficher un message vide en fait pour faire une sorte de saut de ligne. Et ensuite, pour bien distinguer les deux parties, en fait, pour faire une belle séparation, vous pouvez mettre des tirets. Ah, encore une fois, voilà. Si je fais le tiret du pavé numérique, je ne peux pas. Par contre, si je fais ce tiret du 6, cela fonctionne. Donc en faisant ça, je viens de faire une séparation nette entre nos deux formes de fichiers. Et donc là, cette fois-ci, je vais marquer NB ligne et on va spécifier que c'est le format BD. Et donc comme on l'a fait tout à l'heure, cette fois-ci, on va appeler des requêtes SQL, donc vraiment très basique, SQLite 3. Et encore une fois, mon pavé numérique ne fonctionne pas, donc il faut utiliser vraiment la partie gauche du clavier pour faire le 3. SQLite 3. Le chemin vers notre base de données, en fait, on l'a directement défini grâce à la variable là-haut. Donc on est sur db name et la requête. La requête, c'est toujours la même, select count, donc le nombre d'éléments contenus dans ma base de données. Et plus précisément, depuis ma table, donc il y en a trois à faire. Donc la première c'est state, et on n'oublie pas les deux points. Et déjà on peut tester cette requête là. Si cette requête fonctionne, on peut déjà inférer que les autres devraient fonctionner sans problème puisque ce sont les mêmes. Donc échappe, 2.x, on exécute, et on a bien le nombre de lignes du fichier CSV ici à 51 et celle-ci à 51. Donc pour la suite, je reprends l'édition, je me remets directement en mode insertion, je réécris la commande SQLite
3, 3 du pavé en haut, sur ma base de données, db name, et on fait la même chose, select, count, étoile, from, et cette fois-ci c'est areas, point virgule, et encore une fois, SQLite 3 sur dbName, select, count, from, population cette fois, point virgule. Et donc là, ce script-là, normalement, me permet de comparer les deux lignes, les deux fichiers, et donc de compter les lignes pour chacun de ces fichiers et vérifier que c'est égal, ou en tout cas égal moins 1. Et c'est ce qu'on va juste vérifier, je vais vous expliquer un peu plus juste après l'exécution. Voilà. Et suite à l'exécution, on a bien notre partie réservée au CSV ici, notre partie réservée à la base de données ici, et on peut comparer une à une nos tables. Donc la table state fait 51 pour les deux, la table area fait 53 puis 52, et la table population fait 2545 puis 2544. Là, on observe un comportement différent, c'est que ces deux dernières tables sont correctes, c'est-à-dire qu'on est passé de 53 à 52, on a fait moins 1 puisque la première ligne du format CSV est propre au nom des champs. Ce sont les deux premières informations qui permettent de connaître ce qui est stocké dans le fichier CSV. Et donc elle a permis la création de la table, mais ne contient pas un élément de la table. Alors qu'ici on a bien le nombre d'éléments de la table. Donc c'est normal qu'il y ait l'écart de moins 1, comme je l'ai déjà expliqué. Par contre, pour ce premier cas-là, ce qui est des abréviations, dans l'état actuel du TD, on ne sait toujours pas pourquoi il y a cette erreur-là, et il faudrait investiguer un peu plus longuement sur la compréhension de ce décalage-là. Et c'est sûrement un problème d'origine qui provient du CSV, sûrement dans l'encodage, des caractères en trop qui peuvent poser ce genre de problème. Voilà, donc pas de panique si vous ne trouvez pas le moins 1 à chaque fois, c'est normal et c'est propre au TD qui a ce souci-là. Une fois que vous avez ça, c'est très bien, on a généré un résultat, sauf qu'il s'écrit dans le terminal. C'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, surtout que vous devez déposer le résultat de ça sur Moodle. Et donc automatiquement, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une redirection de commande. C'est-à-dire que grâce à un opérateur, on va pouvoir rediriger ce qui est écrit par une commande, par un script même, directement dans un fichier. Et donc c'est ce qu'on nous demande de faire juste ensuite. Donc pour cela, on va réexécuter cette commande-là, mais nous allons rediriger à l'aide de la flèche, donc le petit signe supérieur A, euh, en spécifiant ensuite un fichier de sortie. Ce fichier-là, on nous demande de l'appeler compare.txt. Et donc si j'exécute cette commande-là, vous voyez que plus rien ne s'affiche, puisqu'en fait c'est affiché dans compare.txt. Et donc comme je vous l'ai montré, on peut afficher ce que contient compare.txt. Il y en a bien exactement le même résultat que ce qui est retourné normalement dans le terminal. À noter que cet opérateur-là supprime tout ce qu'il y a dans le fichier. Donc si je réexécute cette commande-là et que je la réaffiche, vous voyez que j'aurai toujours la même chose. Il est également possible de rediriger en ajout avec la double flèche, ce qui en fait va rajouter à la fin et donc ne pas supprimer ce que contient déjà un fichier. Euh, donc là, on vient de rajouter à la fin la sortie de cette commande-là. Donc je devrais avoir deux fois la même information dans le fichier. Voilà. Donc attention lorsque vous faites des redirections à ne pas supprimer des choses que vous ne voudriez pas supprimer. Donc là, je remets à 0 et là, tout est bon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans notre monde virtuel sur notre serveur. Et à présent, on va vouloir récupérer ce fichier compare.txt vers notre machine. Voilà. Juste avant de récupérer ce fichier-là,
Ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de trafiquer un peu le script qu'on a fait ensemble pour rendre l'affichage plus joli et plus compréhensible, et également tester des fonctions par vous-même pour prendre en main un peu le scripting en fait de ce genre de fichier. Donc une fois que vous avez généré votre fichier et que vous êtes prêt à le rendre pour le remettre sur Moodle, on va le récupérer avec FileZilla comme tout à l'heure, mais cette fois-ci on va faire le procédé inverse, c'est-à-dire qu'on va passer de cette machine-là vers votre machine source. Je crois que il vaut mieux que vous rafraîchissiez euh, hop, avec ce bouton-là le rendu de votre ordinateur, sinon il risque de ne pas trouver les derniers fichiers qu'on a modifiés. Et ensuite, dans le dossier TP, donc nous avons créé data script, on devrait trouver notre compare.txt. Et ensuite, vous le récupérez simplement, vous le placez à un endroit qui est cohérent pour vous sur votre machine, où vous serez capable de le retrouver. Et une fois que c'est fait, donc moi il me semble que je l'ai placé sur mon bureau, je devrais le retrouver et être capable de l'ouvrir, et donc cette fois-ci sur mon PC d'origine. Et donc voilà, une fois le fichier ouvert, je vérifie, j'ai exactement le même contenu que ce que j'avais généré sur ma machine virtuelle, mais cette fois-ci sur mon PC d'origine. Donc voilà, et n'oubliez pas de poser ensuite ce fichier compare.txt que vous pouvez complètement customiser depuis la machine virtuelle, hein, pas une fois l'avoir récupéré, pour le remettre sur Moodle. Voilà.